Greetings, everyone. This is Ayman Tarabishi, and this is the International Council for Small Business and ICSB Exchange webinars. We've been doing this now once a month here. So this is our once a month ICSB Exchange webinar in the French language. And so I'm just delighted to have Dr. Adnan Malawi, again, the chair of the ICSB 2021 World Congress and associate editor of JSBM, to be joining us here. Adnan, how are you? How's the family? How's your little boy? And are you on vacation? Fine, President. For the first time, I can say President Ayman Al-Tarabishi, the President of ICSB. It's a great honor to have this first talk with you as President, and it's an honor for us to participate to this ICSB Exchange Series. If you agree, I can introduce our friend, a new incoming professor at the IPAG Entrepreneurship and Family Business Center, and for sure, a new member of ICSB family. I think he can start from today, Ayman. Are you agree? Yes, please go ahead. And thank you very much for inviting him. The floor is yours. Thank you, Ayman. Today, we will introduce a topic, a good topic. It's about the new tendency in technology, and of course, how that this kind of technology can help SMEs after this pandemic of COVID-19. I will switch now in French language. It means the title is Tendance technologique pour créer ou développer une entreprise TPE-PME post-Covid 2019. Et bien sûr, c'est une présentation qui va être assurée par notre nouvelle star de la techno, de la big data, de l'intelligence artificielle et de la dématérialisation et digitalisation de tout support, cours, peu importe, business et autres. Le professeur Ronnie Germont, qui vient de nous rejoindre à l'IPAG Business School et plus particulièrement au sein de l'IPAG Entrepreneurship and Family Business Center. Je tiens à remercier bien évidemment l'ICSB Exchange, le président Ayman Al-Tarabishi et bien sûr l'ensemble de la famille ICSB. Ronnie, si tu es prêt, on t'écoute. Ok, pas de souci. Donc bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Donc, comme a dit Adnan, je suis donc Ronnie Germont, je vais être votre hôte pour cette présentation. L'objectif étant, au cours de cette présentation, d'essayer d'être dans une logique de sensibilisation de son organisation sur tout ce qui va être les bouleversements technologiques, prédire un peu l'impact de ces technologies sur la création d'entreprise, mais aussi sur l'évolution de son entreprise, essayer de présenter les business models qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée et enfin maîtriser les enjeux de technologie pour la création d'entreprise. C'est un webinaire qui est donc ouvert à tous. On aura comme modérateur donc Adnan Malawi qui a introduit cette présentation, qui est full professeur à IPAG Business School, qui est le co-chair de l'IPAG Entrepreneurship and Family Business Center. Et alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Adnan, il est généralement focalisé sur tout ce qui est l'entrepreneuriat des publics désavantagés, l'éducation à l'entrepreneuriat, la stratégie. Alors, qui je suis? Alors, sur cette fabuleuse représentation de moi en format cartoon, donc, je suis Ronnie Germont, je suis docteur de l'Université de Technologie 3. Je suis assistant professeur à l'IPAG Business School. Je vous ai mis mes liens Twitter, LinkedIn, si vous voulez m'ajouter sur les réseaux sociaux. Un mail aussi, si vous voulez poursuivre cette conversation un peu plus en amont. Mon expertise, généralement, elle se situe autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation, la transition, la désintermédiation bancaire, la transformation et les transitions digitales. Ce que je vous propose pour cette présentation, c'est qu'on va être sur une logique où on va présenter dans un premier temps un peu rappeler le contexte post-Covid pour les entreprises. On va parler d'intelligence artificielle, de blockchain, et puis j'ai juste mis les sources. J'aime bien, avant de commencer ce type de présentation, un peu de parler de l'historique et de qu'est-ce qui m'amène à être aujourd'hui devant vous. Lorsque Adnan m'a proposé cette thématique pour animer un webinaire,
je dois avouer que je me suis tout de suite emballé parce que lorsqu'on me parle de technologie et particulièrement lorsqu'on va parler de nouvelles technologies à un fan de science-fiction, d'univers dystopique comme moi, mon cerveau s'emballe et part dans les tours et je pense tout de suite à la téléportation, à l'impression 3D de nourriture, au corps synthétique, etc., etc. Alors on ne parlera pas de ça, on parlera de choses un peu plus concrètes, de choses qui sont à notre porte, je dirais, en termes de nouvelles technologies, en termes de transformation technologique des organisations. Parmi tous les sujets que j'ai décidé d'aborder, on aurait pu également parler de la cybersécurité, on aurait pu parler de l'impression 3D, on aurait pu parler aussi de l'avènement très prochain en Occident, en France, de la 5G, par exemple. J'ai décidé de me focaliser sur deux technologies plutôt. L'intelligence artificielle, parce que c'est une technologie qui, loin d'être ancienne, qui depuis une dizaine d'années est un peu sur le devant de la scène et qui a amené à voir émerger pas mal de solutions, de start-up, voire de géants qui vont utiliser ces technologies. De l'autre côté, on va parler également de la blockchain, précisément, parce que je pense que c'est un peu dans la même optique que l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui est plutôt récente et qui bouleverse complètement les modes d'échange, les business models. Alors, je ne vais pas vous rappeler le contexte, enfin si, je vais vous rappeler brièvement le contexte post-Covid qui a mis une bonne partie de la planète à l'arrêt, complètement à l'arrêt, qui a mis à mal les entreprises qui avaient aussi des trésoreries fragiles, qui avaient déjà eu des difficultés. On n'oublie pas, et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que cette crise du Covid va avec un contexte très particulier en France où on a eu les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes, puis les grèves des transports et donc l'ensemble de l'économie, si on se focalise sur la France et on est très franco-français, a aussi pas mal souffert de l'ensemble de ces éléments. Et donc, le Covid arrive, il rebat un peu des cartes, puisque certes, des entreprises en difficulté. De l'autre côté, il bouleverse aussi les façons de travailler, accélère aussi dans certaines entreprises la transformation digitale pour mettre en place des solutions de télétravail. On n'en a pas été exempt dans le secteur de l'éducation, puisque très rapidement, par exemple, à l'IPAG, on a dû tous passer non seulement au télétravail, mais aussi passer la majorité de nos cours à travers Zoom pour assurer cette fameuse continuité pédagogique. Et donc, le Covid arrive en changeant, en bouleversant un certain nombre de lignes et aussi en faisant encore plus l'accent sur la nécessité pour les entreprises de se transformer digitalement pour maintenir leur activité. Alors, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet que j'aime bien, qui me porte à cœur, comme l'autre sujet, cette question de l'intelligence artificielle. Alors ça, j'ai pris des données d'un rapport de Microsoft sur l'intelligence artificielle. Quelques chiffres pour en prendre conscience. Dans le monde, 89 milliards de dollars, c'est le montant que devra atteindre le marché de l'intelligence artificielle d'ici à 2025. 38% de rentabilité en plus pour les entreprises d'ici à 2035 grâce à l'IA et 40% de productivité en plus. Si on se consacre dans le monde, on a 1730 jeunes pousses consacrés à l'intelligence artificielle dans 70 pays avec une levée moyenne de fonds de 22 millions de dollars par entreprise. Dans un deuxième temps, on a de l'autre côté l'intelligence artificielle en France.
L'intelligence artificielle en France, c'est quoi? C'est près de 300 startups d'IA en France, c'est 278 millions de levées de fonds. Ça, ce sont les chiffres sur 2017. C'est des milliers de chercheurs qui se consacrent non seulement à l'intelligence artificielle purement et simplement, mais aussi à comprendre son impact sur la société. C'est un potentiel d'augmentation de 20% de la productivité française. La France est la deuxième destination des investissements en IA en Europe. On a déjà plus d'un millier d'étudiants qui sont spécialisés en IA, 18 masters qu'ils proposent, et puis des formations en IA et 1,5 milliard d'euros annoncés par le gouvernement entre 2018 et 2022. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Alors, j'ai commencé sur, que ce soit pour la blockchain ou pour l'intelligence artificielle, sur une définition du concept, et après, on va rentrer plus en amont dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut faire et comment ça peut changer vos business models et qu'est-ce qui reste à créer. Alors, j'ai pris une définition parmi tant d'autres de l'intelligence artificielle que j'aime bien et qui me paraît assez simple. Une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un programme informatique qui va être capable de traiter un grand volume de données. Donc là, petit focus sur le sujet qui a été trendy sur les 10 dernières années avant qu'on parle plutôt d'intelligence artificielle, c'est-à-dire la big data. Donc, ensuite, qu'on va traiter très rapidement. Et elle va être donc plus efficace sur l'homme, sur des applications qui vont être spécifiques, et elle va permettre de nombreuses automatisations et optimisations. Je vous ai mis un peu le panel de tout ce qu'on va parler en termes de technologie de l'intelligence artificielle. Ça va intéresser la robotique. On va bien avec l'exemple de SoftBank, par exemple, comment on développe des robots qui sont de plus en plus intelligents, ou bien avec Dynamics, le centre de robotique aussi qui se développe. On a tout ce qui va être autour du machine learning, le traitement naturel du langage, ce qu'on va appeler la vision par ordinateur, le deep learning, les systèmes cognitifs et les réseaux de neurones. On va s'intéresser, je vais m'intéresser à 3 de ces technologies je trouve intéressantes et qui ont des choses qui arrivent concrètement, à savoir la vision par ordinateur, le traitement naturel du langage et tout ce qui va rentrer dans l'analyse prédictive. Avant d'aller dans le détail de ces technologies, l'intelligence artificielle pour qui, pourquoi? L'intelligence artificielle, pourquoi? Pour créer des solutions qui ont comme objectif de simplifier le quotidien. Une petite faute que je viens de voir là, qui est restée gravée. Le quotidien de tout à chacun, à savoir, on a déjà des exemples qui sont de plus en plus perfectionnés avec, par exemple, les assistants autonomes, les assistants personnels intelligents que sont Google, Siri, Cortana ou Alexa. Où on veut prendre un rendez-vous, on parle directement à son assistant intelligent virtuel qui s'occupe de prendre ce rendez-vous. Mais faciliter également la vie au travail. Alors ça, j'ai pris quelques exemples dans des secteurs. L'agroalimentaire, tout simplement pour permettre quoi? À des agriculteurs d'analyser en temps réel leur production afin d'optimiser leur rendement, d'optimiser leurs profits. Si on prend la santé, on a comme exemple améliorer la qualité des soins. Donc, l'intelligence artificielle, c'est aussi une des technologies qui va être au cœur de la médecine du futur, avec des opérations qui vont être assistées, des opérations qui vont être augmentées, qui pourront être préparées de façon augmentée et assistée, le suivi du patient à distance, au-delà juste de la simple consultation de télémédecine qui, à cause ou grâce au Covid, c'est par exemple très développé en France actuellement, des prothèses intelligentes pour remplacer des membres, des traitements personnalisés qui pourront s'accroître. D'un point de vue environnemental,
ça c'était par exemple un des apports du rapport Villani, donc le célèbre mathématicien Medial Fields, qui mettait en avant la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, d'une gestion un peu plus optimum de nos ressources. Et permettrait aussi, par exemple, une reforestation grâce à des drones qui pourraient replanter un certain nombre de ressources, pilotées grâce à l'intelligence artificielle. On a bien sûr le secteur financier avec des outils pour permettre de mieux identifier les préférences des clients, les situations, les produits qui sont le mieux en adéquation avec leur âge, leur situation personnelle. On a le transport aussi qui permet d'être révolutionné par l'intelligence artificielle avec tout ce qui va être métro, taxi, navette, autobus, par exemple, autonome. Ça, on a déjà quelques exemples de ce que ça peut faire avec les modèles Tesla. C'est quelques exemples de l'intelligence artificielle. Je vous ai dit que j'allais choisir dans ce panel de technologies de l'intelligence artificielle 3 technologies. La première, qui a été aussi un des secteurs les plus tendances pour l'investissement et pour la levée de fonds sur les dernières années, c'était la question de la reconnaissance naturelle du langage, qui va permettre de repérer des mots, des expressions, des sentiments. Et cette reconnaissance naturelle du langage pourra être utilisée de plein de façons. En marketing, pour mieux analyser le comportement du consommateur et mieux cibler, mieux apporter une connaissance client, pour servir à l'anonymisation de données, de documents beaucoup plus rapidement, l'analyse sémantique aussi pour pouvoir voir si un utilisateur il est fâché, il est content, les chatbots et les assistants personnels qui sont en plein développement et qui ne cessent de se développer, à de la traduction automatique. On en a l'exemple pour ceux qui utilisent par exemple Google Translate, c'est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez également cet exemple de traduction automatique aussi lorsque vous utilisez les solutions Teams, où grâce à cette reconnaissance automatique du langage et une combinaison de machine learning, on a de la traduction en temps réel qui peut ou pas fonctionner, la question de la reconnaissance vocale et puis aussi le traitement automatique de vos spams pour repérer ce qui est ou pas un spam dans votre messagerie. Donc, c'est un secteur qui permet de faciliter la vie. Enfin, c'est une technologie plutôt qui va permettre de faciliter la vie, d'apporter de l'assistance, que ce soit pour la vie quotidienne dans le travail, pour avoir un assistant personnel aussi, pour des personnes en situation de handicap qui ne pourraient pas, par exemple, taper sur un ordinateur et utiliser une combinaison de reconnaissance vocale ou de chatbot pour leur apporter une assistance pour dialoguer. Deuxième technologie dans le panel de l'intelligence artificielle, la question de l'analyse prédictive. Alors, qui est-ce qui n'a jamais souhaité prédire le futur? Pour un être humain, ça semble complètement impossible tant il y a de variables, de corrélations, de subtilités. Pour un ordinateur, ça commence à être quelque chose qui semble de plus en plus à sa portée, en tout cas lorsqu'il est limité à un certain nombre de domaines. Typiquement la maintenance prédictive, lorsqu'on a des données sur l'utilisation d'une machine, le nombre de pièces sorties, les défaillances qu'il y a pu y avoir, on est capable de prédire à quel moment il faudra la mettre et l'entretenir. On a une question sur le comportement de l'utilisateur et la connaissance client aussi, pour mieux anticiper le comportement de ce consommateur. On a la question de la domotique et du smart building. Quand vous savez pertinemment en termes de domotique que vous arrivez toujours entre 17h et 17h30 et à ce moment-là, le chauffage de votre maison va se lancer, l'éclairage aussi. On a tout ce qui va être prévention du churn et de l'attrition aussi, et prévoir le départ d'un client, prévoir le départ d'un étudiant d'une école, par exemple.
On a la question de l'optimisation de cette chaîne logistique et des stocks. Un grand enjeu aussi si on veut optimiser et rationaliser l'utilisation des ressources et éviter des pertes et des gaspillages. On a également la gestion des risques pour les investissements sur les différentes places financières. Alors, autre technologie que j'ai choisie, la question du computer vision, la vision par ordinateur, qui va être le traitement automatisé d'images, de données visuelles par un ordinateur qui va être capable de les structurer, de les analyser et puis surtout de les caractériser. Donc, ça va être aussi bien utile pour la reconnaissance d'images, la reconnaissance d'objets, la reconnaissance faciale. On a l'exemple de la Chine, par exemple, qui est en train de développer cette technologie, alors pas forcément à bon escient sur la notation de ses citoyens. On a l'identification et la classification, biométrie, les défauts, les fraudes, la détection d'anomalies, par exemple, sur une chaîne de production, la reconnaissance automatique de texte ou la reconnaissance et la détection de personnes. Donc ça, j'ai voulu vous prendre un petit échantillon parmi le panel de technologies proposées par l'intelligence artificielle. On voit bien que c'est des technologies qui sont développées et utilisées d'ores et déjà par des entreprises. J'ai voulu vous prendre quelques exemples concrets. Typiquement, la Redoute, donc, qui a réalisé une application mobile qui permet de trouver des produits similaires dans le catalogue à partir d'une photo d'un objet. Un exemple très concret. Swift Life, l'assureur qui a déployé des agents conversationnels, des chatbots pour traiter les interactions clients, pour aider le réseau de vente et fournir de l'information. GRDF, qui par exemple a mis en place une application mobile de reconnaissance des produits chimiques qui est utilisée par ses employés. Grâce à l'analyse d'une photo, l'application va dire est-ce que le produit est dangereux et donner les consignes d'utilisation adéquates. Je vous ai pris d'autres exemples qui sont des exemples purement de Microsoft, avec un autre exemple qui date de 2018 avec les étudiants de l'IPAG, donc de chez nous, qu'on a interrogé pour imaginer comment l'IA pouvait se mettre au service de leur formation. Et ce qui ressortait, c'était ce besoin d'accompagnement dans leur orientation scolaire et professionnelle. Et l'IA serait par exemple un bon support qui permettrait non seulement à l'étudiant de l'orienter dans son parcours, mais aussi de lui donner des données externes comme le revenu moyen, le taux d'emploi en fonction de sa filière. Mais on pourrait également, dans le secteur de l'éducation, prévoir le décrochage scolaire et académique en analysant la production de cours, l'assiduité, les notes obtenues, et on pourrait ainsi anticiper le décrochage d'un étudiant. Quel futur pour l'IA? Parce que lorsqu'on parle d'IA, je vous l'ai dit en introduction, je suis un fan d'intelligence, plutôt de science-fiction, d'univers dystopique, etc. On pourrait s'imaginer comme futur pour l'IA, bien évidemment, ce qui paraît évident, l'émergence de machines. Alors, pour ceux qui reconnaissent la référence, j'ai mis iRobot en référence avec ces machines qui pensent à travers une IA et cette IA pour la préservation de la planète. Elle pense que la meilleure des choses, c'est de tuer, de détruire l'ensemble des êtres humains parce que c'est la solution la plus rationnelle. Cette IA, elle serait basée sur quoi? Elle serait basée sur une technologie qui permettrait à l'ordinateur de fonctionner comme un cerveau humain en ayant assimilé les principes de l'apprentissage prédictif. Et là, on en est encore loin puisque pour arriver à ce type de raisonnement, il faudrait aller avec des ordinateurs qui soient plutôt des ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est le prochain saut pour l'IA. Et cette intelligence quantique permettrait de développer un certain nombre de choses qui iraient au-delà. Mais bien sûr, cette IA ne pourrait avoir lieu que si elle était conçue en intégrant. Elle ne peut avoir lieu actuellement que si elle prend en compte la notion de confiance qu'on a, les biais qui peuvent
se mettre en place et l'éthique. Alors, j'ai un exemple que j'aime bien pour montrer cette question du biais. C'est la question de la domotique et de comment on règle le chauffage et particulièrement la climatisation sur un plateau où on a fait des études où on ne comprenait pas pourquoi systématiquement les femmes avaient beaucoup plus froid que les hommes sur un plateau. Et ça s'est expliqué par une raison très simple, c'est que l'algorithme qui calculait la température idéale, il était calqué sur la morphologie d'un homme, avec un petit h, et non la morphologie d'une femme. Et donc, les femmes ont froid plus facilement que les hommes. Et donc, cet algorithme qui s'occupait automatiquement du réglage de la température, il était biaisé dès le début et n'apportait pas une pleine satisfaction. Si on parle de business et quels sont les business à avancer, alors j'ai pris une étude qui peut m'aider dans cette réflexion de IDC sur l'intelligence artificielle et l'adoption et les nouvelles technologies et les stratégies. On se rend compte de quelques chiffres qui sont intéressants à prendre en compte. C'est que 60% des organisations font de l'IA une priorité et 2/3 revendiquent avoir une culture IA first. Néanmoins, peu d'entre elles envisagent de développer l'IA dans l'organisation dans son ensemble. 50% des organisations interrogées, elles considèrent l'IA comme une priorité aussi. 25% ont développé une stratégie IA à l'échelle de l'ensemble de l'organisation et 60% d'entre elles témoignent ainsi d'un changement de leur business model du fait de l'IA. Et ça aussi, c'est un fondement profond, c'est que tout ce qu'on a pu voir comme technologie change profondément la façon dont on va créer de la valeur dans son entreprise. Parce que l'IA, elle est certes une opportunité pour des entreprises de changer leur business model, de l'adapter, de créer de nouveaux produits et surtout de créer de nouvelles façons de consommer. Pris un exemple avec le Bureau Veritas, par exemple, qui devient progressivement une software compagnie, avec la mise en place d'une plateforme servicielle qui tourne sur une IA qu'ils ont baptisée Charles. Et cet outil va permettre d'épargner aux analystes de laboratoire des tâches les plus répétitives pour se consacrer à leur mission à plus forte valeur ajoutée. Et donc, la question qui vient avec tout ça, c'est quel type de business model pour l'IA? Est-ce que sur une IA qui est focalisée sur de la big data, comment on conçoit les services qui vont être liés? Est-ce qu'on est sur une architecture par service? Est-ce qu'on est plutôt une consommation de l'IA et on facture à la consommation de ces ressources? Sur des technologies, si je prends l'exemple des métiers de la comptabilité où la valeur ajoutée d'un comptable, elle n'est plus dans le fait de réaliser des tâches répétitives d'organisation, de rentrée des factures, de constitution d'un bilan qui peuvent être automatisées grâce à l'ensemble des technologies qu'on va voir, mais qui, la valeur ajoutée d'un comptable est dans le conseil, l'orientation, l'accompagnement de l'entrepreneur, comment on facture ce type de service, etc., etc. Donc, on voit bien que plein d'opportunités s'ouvrent sur la question de l'IA et plein de remises en question pour les entreprises actuelles sur leur business model. Deuxième technologie que je voulais pour ma part aborder avec vous, c'est la question de la blockchain. Alors, j'aime bien cette approche de comment on peut expliquer la blockchain en 100 mots. Alors vous, un nœud, vous avez un fichier de transaction sur votre ordinateur en registre. Deux comptables publics, qu'on va appeler des mineurs, possèdent le même registre sur leur ordinateur respectif. Il est donc distribué. Lorsque vous effectuez une transaction, votre ordinateur envoie un email à chaque comptable pour les en informer. Chaque comptable va se précipiter pour être le premier à vérifier que vous pouvez vous permettre cette transaction et gagner son salaire en Bitcoin.
Le premier à effectuer la vérification et la validation a pu se répondre à tous et joint sa technique de vérification de la transaction, ce qu'on appelle le proof of work. Si l'autre comptable est d'accord, tout le monde actualise son fichier. Et donc, cette opération, elle est rendue possible par la technologie blockchain. Autre façon de voir à quoi sert la technologie blockchain, c'est la question de, j'aime bien cet exemple de dire, lorsque vous voulez transférer un fichier à un tiers, par exemple par mail, ce que vous lui transférez, ce n'est pas le fichier en fait. Ce que vous lui transférez, c'est une copie de ce fichier. Alors pour vos dernières photos de vacances à Cancun ou dans les Antilles, ce n'est pas trop grave. Mais lorsqu'on doit transférer quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est par exemple de la monnaie, on risque la dévaluation de cette valeur et de cette monnaie. Et donc, il faut trouver une autre façon de transférer cette donnée. C'est là où va intervenir la blockchain. Et donc, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que la blockchain, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations qui va être basée sur la transparence, elle va être sécurisée et elle va fonctionner sans organe central. C'est ce qui avait présidé au lancement de la blockchain. Comment ça va fonctionner? Toute blockchain publique, elle va fonctionner nécessairement avec une monnaie ou un token, un jeton programmable. Les transactions, elles sont effectuées entre des paires, elles sont regroupées par bloc et chaque bloc est validé par un niveau réseau. Et chaque bloc, il est identifié, eurodaté. Je pris un petit comment ça marche de blockchain France qui est très simple. A va effectuer une transaction vers B. Plusieurs transactions sont regroupées dans un bloc. Le bloc est validé par les nœuds du réseau au moyen d'une technique cryptographique. Le bloc est daté et ajouté à la chaîne de blocs à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Et B reçoit la transaction de A. Alors, cette technologie a plein d'avantages qui aussi, on va voir dans les différentes applications possibles, offre plein de perspectives en termes de nouveaux business models, en termes de nouveaux services. Elle a un avantage, c'est la sécurité, la décentralisation, la dématérialisation de vos transactions et aussi de vos valeurs. Ça, c'est intéressant puisqu'en plus, comme je l'ai dit, elle permet de conserver la valeur de ce que vous échangez. Elle a aussi elle a un avantage, c'est celle de la réduction des coûts. On supprime les tiers de confiance et on peut automatiser et simplifier les transactions. On a aussi, au travers de la dématérialisation d'un certain nombre de processus. Et enfin, l'atténuation du risque qui est réparti dans l'ensemble des nœuds du réseau. On a encore quelques problèmes sur les problématiques juridiques, sur la question de la vitesse d'exécution d'une transaction, un passage à l'échelle pour un grand volume de transactions, l'évolution du protocole aussi blockchain et puis les coûts d'implémentation actuels et la sécurité, au sens de comment on sécurise pas la transaction, mais plutôt l'écosystème autour de la transaction. Et donc, en tant qu'entrepreneur, quelle opportunité pour utiliser la blockchain? On va diminuer les coûts de traitement, c'est la première chose. C'est la première valeur ajoutée qu'on peut offrir sur un marché, quel que soit le marché qu'on veut saisir. On va combattre la contrefaçon, on va remplacer des tiers de confiance qui parfois sont onéreux, on va gérer la preuve, et cette preuve, elle sera inaltérable, inviolable. On va réduire les risques de perte d'informations, on va pouvoir gérer des titres de propriété numérique, on va gérer la traçabilité également. Et puis, on pourra mettre en place des systèmes de vote en ligne ou des plateformes de financement participatif. Et encore autant d'usages qu'on peut imaginer tant qu'on se base sur les principes de la blockchain. Je vous ai pris quelques exemples d'entreprises actuelles et après, on verra aussi des exemples en détail. On ne va pas tous les faire, mais je vous ai pris, vous avez des GAFA, vous avez des grands groupes un peu plus installés qui utilisent la blockchain dans plein de secteurs et de façon complètement différente. Par exemple, Facebook qui va utiliser la blockchain pour améliorer la sécurité de ses données. On a Nestlé qui utilise la blockchain dans la gestion de l'offre pour suivre ses produits alimentaires pour bébés.
On a British Airways qui va implémenter la blockchain pour gérer les données de vol et vérifier l'identité des voyageurs. On a Beidou qui utilise la blockchain pour améliorer la gestion des droits de propriété intellectuelle. Tencent qui va utiliser la blockchain pour vérifier l'authenticité des factures et la conformité fiscale, par exemple. Donc, on voit bien que les secteurs d'activité sont très variés et les compagnies également. Je vous ai pris quelques exemples un peu plus détaillés pour voir ce que peut faire la blockchain. Sur, par exemple, Toyota qui, grâce en lançant des voitures autonomes, s'est dit on va aller encore plus loin et on peut, grâce à la blockchain, gérer les données pour l'assurance de ces voitures et pour adapter au mieux l'assurance, les primes d'assurance des voitures. On a une autre solution que j'aime bien, c'est celle qui va être utilisée pour vérifier et gérer, éviter la contrefaçon dans les grands crus et permettre d'authentifier les bouteilles de vin, sachant que du coup, ces bouteilles de vin deviennent infalsifiables. On a Kodak qui, par exemple, pense à l'utilisation de la blockchain pour gérer la propriété intellectuelle des photographes lorsqu'ils mettent en ligne une photo et suivent son utilisation. Et à terme, pourquoi pas permettre de facturer automatiquement les gens qui utiliseraient ces photos. Autre utilisation aussi que j'aime bien, qui me paraît intéressante, c'est Fitzy pour l'assurance de ses billets d'avion, qui est une solution développée par AXA, qui grâce à la technologie des smart contracts permet quoi? Vous contractez automatiquement une assurance en cas de retard de vol, en cas d'annulation de vol, et sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, parce que leur système scanne le trafic aérien mondial. Du moment où un avion a été déclaré comme étant en retard, automatiquement, il lance le remboursement de votre prime pour les vols qui sont concernés. Ça peut être un exemple autour de la blockchain. On a, par exemple, l'utilisation également, l'automatisation des salaires, utiliser la blockchain pour rémunérer et des smart contracts pour automatiser cette rémunération. Quel business model pour la blockchain? Qu'est-ce qui va se développer? Qu'est-ce qui est en train de se développer? Alors ça, information que j'ai prise depuis le site 101 blockchain. On a la token économie, ça va être tout ce qu'on va utiliser, qui va utiliser des tokens, donc des jetons, pour effectuer différentes activités, fournir une utilisation aux utilisateurs finaux qui vont être rémunérés grâce à ces tokens. On a la blockchain as service pour toutes les entreprises qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans une architecture blockchain, mais veulent utiliser, privé je parle, mais veulent utiliser la blockchain. Donc, comment on va utiliser cette blockchain. On a le développement de plateformes qui vont fournir des piles technologiques blockchain à d'autres organisations. On a des solutions du développement de logiciels basés sur les technologies blockchain. On a aussi un modèle économique où les frais de réseau sont facturés aux utilisateurs finaux et d'autres entités de la blockchain pour l'utilisation des ressources. On a tout ce qui va être le développement de services autour de la blockchain, que ce soit d'app, de conseils, d'audit, et puis un développement peer-to-peer blockchain sur le développement du peer-to-peer dans lequel les pairs peuvent effectuer des tâches directement. Voilà les éléments de réflexion que je voulais partager avec vous sur les technologies, leur impact à la fois sur les business models, mais sur la création de valeur. On voit bien que sur les deux technologies que j'ai sélectionnées parmi toutes celles que je pouvais prendre, que ce soit la blockchain ou l'intelligence artificielle, on est sur des technologies qui changent radicalement
les façons de collaborer, qui change radicalement la façon de créer de la valeur, la façon d'organiser cette création de valeur, la façon de répartir aussi cette valeur entre les tiers. On le voit particulièrement avec la blockchain. Et donc, qu'il reste à la fois plein de secteurs à conquérir, mais également plein de nouveaux business models à inventer en fonction de ces secteurs. Voilà. Vous avez... Merci à tous. Merci. Merci. Alors, peut-être une question qui m'interpelle par rapport à ta présentation. Quel est l'impact au final de l'intelligence artificielle et de la blockchain sur le fonctionnement futur des startups, des TPE-PME dans un contexte de Covid au final? Alors, ce qui est intéressant dans ce contexte Covid, ou plutôt Covid et ou post-Covid, c'est aussi pour ça que est-ce qu'on est vraiment en post-Covid? Je ne suis même pas sûr. L'intérêt étant de dire que l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est cette notion de faciliter la vie au quotidien en permettant d'automatiser un certain nombre de tâches qui soient répétitives. Ça, dans un contexte où on a de plus en plus le développement du télétravail, et donc il faudra inventer des solutions qui vont permettre de mieux faire face à cela. Ça permet d'automatiser des tâches et de laisser le temps qui va être du temps plus productif aux salariés de se focaliser sur des tâches importantes. Si on passe sur la question de la blockchain, l'avantage particulièrement pour des métiers où la confidentialité ou le fait qu'on ne doit pas être facilement en mesure de reproduire des documents, des informations, etc. Et si c'est fait, on doit être en mesure de suivre qui l'a fait. Typiquement, la blockchain, elle permet cette traçabilité, elle permet une meilleure identification et elle permet d'instaurer un climat de confiance. Et donc, tu disais, en fait, tu ne sais pas si on est dans une ère de post-Covid ou en cours de Covid au final. Est-ce que tu ne penses pas qu'au final, c'est un peu peut-être, je dirais, pas compliqué, mais complexe de mettre en place et d'adapter, grosso modo, ce type d'intelligence artificielle et autres technologies en aussi peu de temps? Parce que tu vois, mettre en place une culture liée à ce type de techno, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps et que ce n'est pas quelque chose que tu peux du jour au lendemain, je dirais, installer et intégrer dans les process d'une entreprise, mais aussi dans le business model de ces dernières. Je pense que ce qu'a montré alors notre secteur est un peu particulier, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais dans tous les autres secteurs, ce qu'a montré la crise du Covid, c'est que c'était un fabuleux, alors quand on voit le drame que ça a été, fabuleux est peut-être un peu trop fort comme mot, mais ça a été plutôt un accélérateur de transformation digitale. Si je prends l'exemple du secteur de l'éducation de qualité, c'était complètement improbable de se dire que dans une école, on aurait basculé avec autant de digital learning d'un coup. Donc ça, c'était complètement inconcevable. Et là, ça a permis, en tout cas, une continuité pédagogique. Le post-Covid, c'est pas tant dans ce cas-là de dire que le digital, ça doit être la règle, mais plutôt de dire comment mieux de digital. C'est à ce cadeau doit permettre, par exemple, si on prend dans le secteur de l'éducation, la période post-Covid. Si on retourne sur la question des technologies qui ont été abordées, l'avantage, c'est que en termes de maturité, c'est pour ça que dans mon introduction, volontairement, je me suis focalisé sur des technologies qui sont matures. Alors, je ne vais
j'ai mis des guillemets, puisque c'est des technologies qui se développent et qui ne cessent de se développer, mais qui sont notre futur proche. Ce n'est pas un futur dans 10, 20 ans dont je parle, c'est notre présent et notre futur proche. Et donc, il y a suffisamment déjà d'acteurs qui sont capables de permettre à des compagnies de les accompagner dans la mobilisation de ces technologies, et également dans leur mise en place. Si je devais être plutôt sur un temps long, si on se rappelle les chiffres qu'on a montrés au début là en France, sur l'IA en France, il n'y a que, on était sur la période 2014-2016, en France, il n'y avait que 1087 étudiants spécialisés en IA. Ce serait peut-être là où il faut commencer à réfléchir, et plutôt que de se dire que les technologies ne sont pas matures, est-ce qu'on a les personnes qui sont en mesure de maîtriser ces technologies et d'en maîtriser les enjeux? Manifestement, trop peu de personnes sont formées à la maîtrise de ces enjeux. Et donc, pour moi, c'est aussi un des défis post-IA pour permettre justement cette accélération technologique au sein des entreprises. Ça veut dire que pour toi, il faudrait que potentiellement, au niveau des business schools, mais aussi des écoles d'ingénieurs, en France et dans le monde, qu'il y ait un accroissement, une montée en puissance sur ce type de formation hyper spécialisée et hyper technique aussi. Je pense que voilà, c'est un tout. Hein. On ne peut pas demander à des startups de se créer sur des sujets comme l'IA et la blockchain. On ne peut pas demander à des entreprises de se transformer via l'IA et la blockchain, alors que pour les jeunes et moins jeunes qui lancent des startups, elles n'ont jamais ou très peu entendu parler d'IA, que ce soit si on est sur vraiment quelque chose de technologique, que ce soit dans leur cursus où ça n'a pas été abordé de façon approfondie, que ce soit même en connaissance des principales technologies et de ce que ça peut faire pour faire germer des idées de business model, comprendre les enjeux éthiques, comprendre quels sont les enjeux en termes de business, comprendre les enjeux en termes de développement durable. On ne peut pas demander ça. C'est aussi applicable à la blockchain. Et donc, effectivement, c'est aussi un des enjeux auxquels les startups, c'est comment se sensibiliser à ce type de technologie. Alors, pas forcément à travers des masters qui vont être sur la durée, peut-être à travers des formations courtes. Pour les étudiants en poste, à travers des formations plus longues, enfin des étudiants en études à travers des formations plus longues, parce qu'il est important de maîtriser ces enjeux, de maîtriser les technologies, pour pouvoir par la suite créer des services, créer des produits qui vont être à forte valeur ajoutée. Ok. Et dis-moi, comment tu vois le futur de ces startups qui sont spécialisées, tu vois, par exemple, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est, tu vois, tu parlais tout à l'heure de jetons, tu parlais de nouvelles façons de monétiser, l'émergence de nouveaux business models liés à ces nouvelles technologies. Est-ce que tu penses que ces technologies vont prendre le pas et sont capables de résoudre, par exemple, tous les problèmes qu'on a pu observer et voir tout au long de la période de confinement, par exemple? Je pense que certains ont tendance à se dire que, par exemple, si on prend l'exemple de la blockchain, c'est l'équivalent du bouleversement qu'on a pu connaître lorsque Internet est né il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est cet équivalent. Pourquoi? Parce qu'on propose une décentralisation des services. Ouais. On propose aussi de mettre en place de la confiance entre tiers sans intermédiaire. Et donc, ça permet de complètement bouleverser la relation qu'on puisse avoir. Alors, j'ai pris l'exemple, il y a l'exemple très connu des crypto-monnaies.
Ça pourrait être pour la protection des droits de propriété intellectuelle, dans les pays où le cadastre n'est pas optimum, permettre aussi l'enregistrement et la protection des tiers, sans passer par forcément des gouvernements qui sont mouvants, qui ne garantissent pas cette protection. On voit bien que les applications, elles sont énormes et elles sont potentiellement sans limite de secteur. Ok, très très bien. Peut-être une dernière question de ma part. Comment tu vois, je ne sais pas, comme tu dois le savoir, il y a beaucoup de formations mixtes, management, techno, et qui sont de plus en plus orientées, je dirais, business management et blockchain, nouvelles techno, big data. Tu vois, comment tu expliques en fait l'émergence de ce type de formation et quel avenir tu leur prédis? Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un pendant qui pourrait dire que la blockchain, l'intelligence artificielle, ça doit être quelque chose qui doit être réservé 100% aux techos, entre guillemets, aux gens de la technique. Pourquoi? Parce que certes, il en faut aussi, il en faut des chercheurs de haut niveau en informatique, en mathématiques, qui puissent permettre de créer de la recherche de qualité qui puisse après être transposable au niveau business. Ça, il en faut, ça c'est sûr. Et donc, il faut des formations techniques solides qui permettent ce type d'action. Mais il faut aussi des formations qui puissent permettre de comprendre les bases de cette technologie, mais également qui aient une approche beaucoup plus business, une approche beaucoup plus transverse, parce que typiquement, c'est très bien d'avoir une équipe de fabuleux développeurs en IA ou pour la blockchain, enfin sur du machine learning ou la blockchain, mais il faut aussi avoir des gens qui soient capables de les manager. Il faut, alors, non pas qu'ils ne puissent pas le faire tout seuls, mais on voit bien que la mixité des compétences est aussi un facteur positif de développement. Il faut aussi des gens qui soient capables de permettre de trouver des applications business, de manager, de trouver des applications business, de trouver des applications financières à toutes ces technologies. Et c'est uniquement, à mon sens, à travers la mixité des profils que l'on peut arriver à ce type de solution. Et Ronnie, en tout cas, est-ce que tu vois d'autres technologies, indépendamment de celles que tu as citées, qui pourraient aussi changer l'écosystème startup, entrepreneurial, business? Alors, c'est ce que je disais dans les technologies, j'en ai choisi deux, mais on aurait pu choisir la 5G. Pourquoi la 5G? Parce que la 5G, c'est la transférence. Alors, on voit bien que de plus en plus, nos smartphones sont une extension de nous-mêmes et qu'on est parfois limité par le réseau pour avoir des activités. La 5G ferait basculer, hein, c'est l'équivalent de la fibre, mais par les ondes. Donc, on regarde un film et on le télécharge plus facilement. On est capable de transmettre et de transférer des données d'un gros volume, etc., etc. La 5G permettrait également de complètement changer aussi l'occupation de l'espace, ou l'occupation, la transmission de données et favoriser tout ce qui va être autour des phénomènes de nomadisme. J'ai parlé aussi en introduction de l'impression 3D. Je vous ai dit, je suis fan de science-fiction, mais imaginons dans un monde pas si lointain ou peut-être si lointain que ça, la possibilité d'imprimer du vivant ou du synthétique vivant à qui on pourrait intégrer grâce à des ordinateurs quantiques miniaturisés une conscience. Donc on se retrouverait un peu à la Star Trek avec à la Star Trek avec des Monsieur Data qui produirait des hommes synthétiques.
Et là, ça changerait complètement le rapport au monde. Allez, et puis continuons, allons plus loin. Hein. Si on continue à aller et on fait un peu de futur qu'arrivera au business si on arrive à aller dans des questions de téléportation de la matière. Ça changerait complètement les questions de transport, de fret, de supply chain, de tourisme. On est sur des choses qui sont assez fabuleuses. Alors, pour certaines, on est dans un futur hypothétique ou très loin. Pour d'autres, on est dans un futur qui est déjà à notre porte. Ok. Bah, écoute, moi, j'ai plus de questions. I don't know if Ayman, are you here? Around? Yes, I'm here. I'm listening. I'm listening in French, though. We'll give you some lectures in French soon. Ayman, do you have a question or something like that? Yeah, one question, and I understood some because I speak some Italian here, but let me ask him this question. What do you think the future is like? Okay, what's the future like? Like today, I think I saw in the news that Siemens now is gonna make that staff can work remotely permanently, that they don't have to go to offices anymore. It can be remote working from anywhere around the world. What's your reaction to this? I think it was Siemens or one company that made this. I think you have few companies that are talking about, provides their employee the opportunity to be fully remote. I think it's quite interesting because with the support of technology like blockchain, you can provide security. With artificial intelligence, you can make some automation. With internet, you can be in Bali and just make a conference with your boss in US. You have now no limits. And I think with the crisis, this pandemic, people already see something interesting. You don't need to be fully in person for a conference, and just keep the face-to-face conference for important thing or where it's important to have contact. And I think it's really interesting to know because necessarily you will need to create new solution, new technology that will help this kind of new organization of the work. I take my example. IPAG is in Nice and Paris, but I live in Montpellier. And it's not a problem for IPAG to have some people like that, because I can do some of my activity remotely, and for the important activities, so teach to my students, to my dear students, I can be face-to-face sometime and remote sometime. So it's important to adapt our way to work, but also the technology that will help to be more efficient. I agree. I fully support this. I'm a little bit nervous, to be honest with you, because it changes things, but it needs a balance. I think it was, I was talking to a friend, and they said, by the way, Bali now is, or Bali or Bermuda is offering 1-year visa to work from there remotely, and they guarantee you high-speed internet. So imagine that. You can work in Bermuda I think on the beach and do high-speed internet and do all this stuff. And it's fascinating. It's exciting, but it's also, you know, it changes the games, and I don't know how that will take. But Adnan, maybe you want to jump in. I think there is a problem on the network. I think it's a good illustration of your fear, Ayman, because just now we have few issues with the network, and that can be the issue with remote people, because without network it's a mess, because you need to communicate by Skype, by email, etc. It's also important to see, because I talk about also of 5G, and with the 5G
you don't need the physical network. You just have 5G and can be, I hope, anywhere and just use 5G to communicate, to collaborate with your team. Yes, it's quite weird because we have to change our way to work. We have to adopt new technology quite fast due to this crisis. And I'm quite sure this crisis will reshape definitively our way to work, to communicate, but also for companies, how they can create value, because they need to think about this new way to organize all the society, all the city. And I think it's quite interesting and that quite amazing for me. It's a huge opportunity. And Ayman is a huge fan of the 5G, right, Ayman? I'm a fan of innovation that helps humanity, not just for innovation, just for the sense of this. I support human progress. So the fundamental thing at the end is what are we doing helping human progress? I don't care about the latest phone version. I care more about how can this help human progress. That's what I'm a fan of. Yeah, great. Okay, Ayman? Why don't you close the session, and then we thank Ronnie again for all his contributions. Welcome to the ICSB family. Ronnie, I look forward to meeting you, not on 5G, but in person. And I want to thank Adnan as well for moderating the sessions here. You've done a fantastic job, Adnan. You're a regular, so I want to appreciate you both. And Adnan, why don't you close the session for us? Thank you very much, Ayman. Thank you, President. Welcome, Ronnie, to the ICSB family. And thanks for our the people, the colleagues who follow this webinar, and hope to see all of you with the President and with Ahmed Osman, with Winslow Sargent, all the family from all over the world in Paris next July 21. Thank you very much, Ayman. Thank you very much, Ronnie. And see you soon for other, I will say, proposal on the webinar series of the ICSB Global. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.